Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media. Une heure aussi avec Jean-Marie Bordry, le magicien qui fait scintiller vos réveils sur Sud Radio. Et qui éteint vos voix par moment. Bonjour mon cher Stéphane, vous avez trop crié cette semaine ou pas ? Bah oui, j'ai un peu trop crié au stade au moment du but d'Emmanuel Macron, Ça, là, vous savez, au match amical. Je suis un trop fervent supporter, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, avec nous aussi, Anissa Arfaoui, chef du service économique et argent public à Factuel.media. Bonjour Anissa. Et nous avons le plaisir d'accueillir Julie Douarin, qui est une influenceuse, une lobbyiste immobilière, quelqu'un d'expert, je dirais, en tout cas pour toutes les questions qui vont nous concerner. Bonjour Julie. Bonjour Stéphane. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de la mini-révolution qui se joue en matière d'immigration chez nos amis anglais. C'est désormais effectif. Le Royaume-Uni délègue au Rwanda la gestion de son immigration. Les hotspots sont-ils la solution pour mieux gérer les flux migratoires? On en reparle tout à l'heure. Mais tout de suite, je voudrais que l'on revienne sur cette enquête de votre service Anissa Arfaoui. Les logements loués via la plateforme Airbnb, en France notamment. La France est devenue d'ailleurs le deuxième marché mondial le plus important pour la plateforme Airbnb. Eh bien, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais l'application de location de courte durée réalise un chiffre d'affaires absolument énorme, mais le revers de cette médaille, c'est que la crise du logement s'en fait encore plus ressentir. Expliquez-nous ça, parce que c'est pas évident dans la tête des gens. Alors absolument. Bon, déjà effectivement, vous dites qu'il s'agit d'un très très gros marché. On parle quand même de 8,4 milliards de chiffre d'affaires pour l'application Airbnb en 2022 et dont elle a dégagé par ailleurs 1,9 milliard de bénéfices nets. Alors c'est pas rien, et juste pour vous donner un petit ordre d'idée, pour comprendre un petit peu tout ça, prenez l'exemple, alors sans vouloir citer des marques et aussi luxueuses, mais vous prenez Hermès, l'entreprise Hermès International, elle dégage très exactement le même chiffre d'affaires qu'Airbnb. Et Airbnb gagne encore plus qu'une entreprise comme Louis Vuitton. Ces exemples sont pris exprès pour vous montrer qu'on parle quand même de marchés gigantesques. Donc voilà ce que pèse Airbnb. Et paradoxalement, en pleine crise du logement, Airbnb est devenu un cauchemar pour les locataires. Les locataires, on va dire, qui ne sont pas là simplement pour faire le temps d'un week-end ou des vacances, du tourisme. Les locataires, je parle des étudiants, je parle des ouvriers, je parle de tous ceux qui ont une vie et qui ont besoin de se loger. Alors effectivement, plus Airbnb grossit, plus les difficultés des familles, des étudiants, des saisonniers grossissent également parallèlement. C'est un effet miroir. Alors c'est un combat très difficile, effectivement, pour beaucoup. Le logement est une mission impossible. La spéculation immobilière empêche les familles de continuer à vivre dans les endroits où elles ont grandi. C'est ce qu'on a pu constater dans notre enquête signée par Chloé Lafettaire pour Factuel.media. Dans les villes universitaires, 12% des jeunes abandonnent leurs études faute de logement. Et ça, c'est un chiffre quand même dramatique. Les élus locaux sont évidemment submergés par les demandes d'aide pour l'accès au logement. Et en quelques années, figurez-vous Stéphane, que près d'1 million de meublés touristiques ont remplacé des logements destinés à une occupation permanente. 1 million de logements qui passent à destination de location touristique. Mais pourquoi les gens, Julie Douarin, pourquoi les gens louent plus volontiers leur logement sur Airbnb plutôt qu'en direct ? C'est à cause de quoi ? Pourquoi expliquer ce phénomène ? Je dirais que pour les Français, ils ont du mal à identifier que ça s'appelle une niche fiscale. C'est un produit qui est consommable immédiatement, qui les invite finalement à avoir moins de procédures juridiques qu'une location en nu et pour un locataire de longue durée. Donc c'est devenu quelque chose d'achetable et de finançable comme d'autres produits de la consommation. C'est je vais oser le terme, c'est le fast-food de l'immobilier. Ouais. Mais c'est aussi la garantie d'être payé quelque part aussi. Il ne faut pas oublier cette dimension-là, je me permets. Donc, quand vous avez cette envie de louer en Airbnb, sachez, ou autre marque, parce qu'il n'y a pas que Airbnb, on ne va pas se faire taper par l'Arcom sur les doigts. Non, vous pouvez en citer d'autres. Je peux en citer d'autres. Toujours est-il que sur ce sujet, finalement, vous mettez un bien en location. Et souvent, c'est comme ça que ça se passe. On commence par un petit week-end, on essaie de voir. Parce qu'on n'a pas une confiance aveugle dès la première fois, extrapolée, en laissant son bien quelques jours.
Et puis, les plateformes vous demandent finalement de régler avant la location. Or, dans le logement de tous les jours, vous réglez à la fin du mois. Exact. Eh oui. Donc c'est de l'argent beaucoup plus facile, de l'argent palpable, Et plus immédiatement, et plus sûr, puisque sécurisé également par des plateformes financières qui sont affiliées. Comme le disait Stéphane, justement, ce qu'il expliquait, c'est qu'il n'y a pas de problème d'impayé de loyer, par exemple, sur Airbnb, ce qui explique que ça passe pour, comme vous le disiez, de l'argent facile. Exactement. Alors, nous avons de la chance, nous avons en ligne Inaki Chaniz, député socialiste du Finistère, qui est auteur d'une proposition de loi, qui est déjà passée d'ailleurs en première lecture à l'Assemblée nationale, pour réglementer les Airbnb. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends Parfait. très bien. Bonjour. Mais par contre, je ne suis pas du Finistère, je suis du Pays Basque et du Béarn. J'aurais dû m'en douter. Vous avez raison de le corriger. Merci à vous. Alors, vous souhaitez taxer plus les loyers versés pour les locations de courte durée. En fait, vous souhaitez qu'on rééquilibre, dans cette période de crise de logement, qu'on rééquilibre un peu les avantages donnés à Airbnb et aux locataires aux propriétaires sur Airbnb, pardon. Oui, effectivement, je suis l'auteur avec ma collègue Anaïs Blemer, qui est députée du Finistère, d'un texte pour venir mieux encadrer Airbnb. C'est un texte qui a été voté au mois de janvier à l'Assemblée et qui va être voté et débattu prochainement au Sénat. Ce texte, il s'appuie sur deux jambes. Une jambe réglementaire qui permet, et ça a été très, très bien dit dans votre enquête, aux élus locaux, aux maires et aux présidents d'intercommunalité de venir réglementer l'installation, l'arrivée des meublés de tourisme, parce qu'aujourd'hui, ils sont démunis et ils n'ont pas de moyens suffisants aujourd'hui pour pour limiter le nombre. Il y a des communes qui ont essayé de faire des quotas, il y a des communes qui ont essayé de faire la compensation, mais ils sont systématiquement attaqués au tribunal et les règlements sont suspendus. Donc on va venir aujourd'hui donner des outils à l'ensemble des collectivités pour pouvoir réglementer en fonction du territoire. Là où il y a besoin d'avoir une économie touristique très forte, les maires pourront laisser le nombre d'Airbnb qu'ils le souhaitent. Là où il y a une vraie crise du logement, vous l'avez dit, dans les villes étudiantes où les jeunes n'arrivent plus à se loger, dans les territoires comme la Côte Basque, mais aussi l'intérieur des terres, où les gens qui vivent à l'année, parce que c'est ça le problème aujourd'hui, c'est les gens qui vivent à l'année, ce sont les fonctionnaires, ce sont les agents, ce sont les personnels hospitaliers qui dorment dans leur voiture. J'ai tous les jours des témoignages de gens qui sont l'été sortis de leur logement de façon complètement illégale parce que leurs propriétaires font du Airbnb, ou d'autres qui n'arrivent même pas à accéder à un logement parce que la seule offre sur le territoire, c'est du Airbnb. Et tout ça, c'est poussé effectivement par une fiscalité extrêmement avantageuse. Pour que les gens comprennent bien, aujourd'hui, quelqu'un qui loue son bien à l'année, à un couple qui va mettre ses enfants à l'école, qui va faire vivre le territoire, qui va aller dans des commerces de proximité, qui va travailler sur place, ce propriétaire-là n'aura que 30% d'abattement sur ses revenus dans un maximum de 15 000 euros. Alors que quelqu'un qui fait du Airbnb, qui gagne encore plus d'argent parce qu'il va louer à la semaine ou au week-end beaucoup plus cher que celui qui loue au mois, il va avoir un abattement fiscal jusqu'à 71% et jusqu'à un montant de 188 000 euros. Donc ça veut dire qu'on est complètement déconnecté de la réalité et on est bien loin du petit propriétaire qui fait du complément de revenus et sur aussi le plan original d'Airbnb qui était de louer son propre appartement quand on y est, ou sa propre maison quand on n'y est pas, ou quand on a une chambre en plus. Aujourd'hui, on a des gens qui ont acheté des biens entiers, des immeubles entiers pour les transformer en Airbnb et qui ne payent aujourd'hui quasiment pas d'impôts. On a même fait une étude qui montre que au régime réel notamment, 70% des propriétaires qui font du meublé de tourisme payent 0 € d'impôts, alors que celui qui loue à l'année, lui, il va payer des impôts. C'est ça qu'on trouve pas normal. Et donc, on va venir rééquilibrer tout ça. Alors, d'autant plus, monsieur le député, que la crise du logement dans la partie Pays Basque de votre circonscription, elle existe depuis un moment. Est-ce qu'on a une idée du point auquel Airbnb a aggravé la situation ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, au Pays Basque, qui est très touristique, combien de logements sont disponibles sur ces plateformes ? Alors, il y a eu une augmentation de 130% du nombre de meublés de tourisme entre 2017 et 130%. Et 2020. Et c'était avant Covid. Et aujourd'hui, c'est encore plus. Et l'une des difficultés qu'on a, c'est parfois les plateformes ont du mal à communiquer leurs chiffres et les propriétaires sont pas forcément obligés de déclarer qu'ils font du Airbnb. Et c'est ce que nous venons corriger avec notre texte, où tous les propriétaires qui voudront faire du Airbnb ou du meublé de tourisme devront s'enregistrer et on aura enfin
au niveau local comme au niveau national, une identification, un chiffre précis. Aujourd'hui, le chiffre qu'on a au niveau national, c'est qu'en 2013, on était à 300 000 logements. En 2021, on est à 800 000. Et aujourd'hui, on estime à plus d'1 million de meublés de tourisme sur le marché. Et c'est ce million-là, c'est 1 million qui était avant destiné à des étudiants, à des Justement, couples, monsieur à le des député, infirmières. parce qu'il faut le dire, les jeunes Basques aujourd'hui, ils peuvent pas se loger au Pays Basque. Ah non, et c'est un problème terrible. Et ce n'est pas que Biarritz, Bayonne, Anglet, Saint-Jean-de-Luz. C'est aussi à l'intérieur du Pays Basque. C'est dans les vallées béarnaises où il y a un effet de bord parce que les gens n'arrivent plus à se loger à l'intérieur, sur la côte, donc ils viennent à l'intérieur, donc ça fait augmenter les prix. C'est un effet boule de neige et on se retrouve aujourd'hui, nous, au Pays Basque, avec des bouchons dignes du périphérique parisien parce que ceux qui travaillent à l'hôpital de Bayonne, ils sont obligés d'aller vivre à 1h30 ou à 2 heures de route et tous les matins, ça vient engorger les routes. C'est dingue, c'est un cauchemar. Julie, vous vouliez rebondir. Monsieur le député, j'ai une question à vous poser. Moi, je suis une vraie Bretonne, expatriée à Paris, donc je suis des Côtes d'Armor. Les côtes, la mer, donc je comprends parfaitement ce qui se passe chez vous, mais j'ai une interrogation, c'est-à-dire qu'en 2008, c'est le démarrage de Airbnb, on sort des subprimes. Moi, j'ai fait ma carrière dans l'immobilier et la construction. On savait à quoi s'en tenir. Pourquoi c'est pas régulé depuis 2008-2010 ? Pourquoi on attend 15 ans après ? Pourquoi on a attendu autant ? Vous avez peut-être une réponse. Moi, c'est la première question que j'ai posée quand j'ai été élu. Moi, je suis député depuis 2 ans bientôt. C'est la première question que j'ai posée à Bruno Le Maire en juillet 2022. J'ai pas eu de réponse et donc c'est pour ça que j'ai pris mon bâton de pèlerin et que je me suis battu sur ce sujet et j'ai fait face effectivement à un lobbying extrêmement important de certaines plateformes, un lobbying extrêmement important de certains investisseurs qui avaient mis tous leurs œufs dans le même panier et qu'effectivement il y avait une réticence et il y a toujours une réticence de la part de Bruno Le Maire et du ministère de l'économie à aller sur ce sujet-là, mais on a réussi à mobiliser les élus locaux, à mobiliser la société civile, à mobiliser les parlementaires pour avoir une majorité sur le sujet. Effectivement, on a entendu trop tard. Et D'accord. moi, ce que je veux, Alors, le message que j'ai à faire passer, c'est qu'on ne veut pas interdire Airbnb. On veut trouver l'équilibre. Il y a des pays aujourd'hui qui interdisent purement et simplement la location en meublé de tourisme. Nous, on veut trouver l'équilibre pour que les territoires puissent alors vivre du tourisme, mais aussi vivre à l'année. Eh bien, vous m'offrez la transition. On va continuer à parler de ça. Ça va vous intéresser parce que vous, à propos, vous qui êtes derrière votre enceinte, est-ce que vous louez votre appartement, votre maison ? Et si c'est le cas, vous allez voir que les règles risquent de changer. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure de décryptage de l'actualité des faits de société avec la rédaction de Factuel.media avec Jean-Marie Bordry. Toujours avec nous également Anissa Arfaoui, chef du service économie et argent public de Factuel.media. Et notre invitée, Julie Douarin, experte en immobilier. On est en ligne encore avec Inaki Echaniz, qui est députée socialiste du Pays Basque, qui va voir son projet de loi de réforme du logement locatif touristique bientôt examiné au Sénat. Nous parlons aujourd'hui des logements sur Airbnb. Le marché de la location touristique, faite par cette plateforme, mais aussi par d'autres, a explosé au point de générer une véritable crise du logement. On s'en est pas nécessairement rendu compte, mais en 2022, l'application de location courte durée, vous le rappeliez tout à l'heure, a réalisé 8,4 milliards de chiffre d'affaires, a dégagé presque 2 milliards de bénéfices nets, mais surtout a privé finalement les locataires de près d'1 million de logements, Anissa. Absolument, c'est ce qu'on a pu constater dans l'enquête qui a été réalisée par Chloé Lafetter. Elle a d'ailleurs, au cours de son enquête, discuté avec des victimes directes de l'explosion du Airbnb. Et effectivement, le constat, c'est des gens qui dorment dans leur voiture, assez souvent. C'est notamment particulièrement vrai à Saint-Malo, vous en parlez dans cette enquête. Alors, Julie Douarin, on a entendu tout à l'heure ce député socialiste nous expliquer en fait son projet de loi. Je voulais vous demander, vous qui êtes une spécialiste, une experte, comment on peut retrouver un peu d'équilibre entre les logements destinés à faire de la location moyenne et longue durée et de la location courte durée pour vous. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? On va commencer par un constat et par un exemple qui devrait parler aux auditeurs qui sont des experts, en tout cas de l'immobilier depuis des années, puisque la France, c'est un pays de patrimoine et les Français aiment investir. Premier constat, il y a quelques années, en 2010, nous avions déjà été victimes d'un énorme scandale qui était le scandale du cellier, qui était une niche fiscale annoncée dans la loi de finances et que nous n'avons pas su réguler.
Ce qui s'est passé par la suite, c'est que l'AMF s'en est mêlé et qu'aujourd'hui, donc 14 ans après, c'est régulé, c'est travaillé, c'est certifié. En ce qui concerne le Airbnb, qui n'est pas considéré comme une niche fiscale par les Français, mais qui en est une, il faut bien l'entendre, il est temps, en fait, de mettre les choses à plat. À plat, d'accord. Donc on ne peut pas. Et comment on va les mettre à plat, justement, là ? On va diminuer le nombre de jours, par exemple. Je crois que les Français sont autorisés à louer leur domicile de 120 jours au maximum dans l'année. Est-ce qu'il faut baisser ça et à quel seuil ? Je crois que notre ami député proposait 90 jours au lieu de 120. Alors ça, c'est une solution... Je suis désolée, monsieur le député, pas assez forte. Il va vous répondre. C'est pas assez fort. Il y a déjà le parc locatif existant en courte durée. On en fait quoi ? Comment arrivons-nous finalement à taxer de manière correcte cette partie du parc qui a 5 ans, 10 ans, 15 ans ? Ça, c'est le premier sujet. Second sujet, pour ces propriétaires qui en ont fait un métier, il est peut-être temps également qu'on arrive à les obliger à s'identifier comme des acteurs et des actrices de la location, avec les mêmes obligations que les acteurs et actrices de l'immobilier. Et puis, les quotas. D'accord. Je vous ai dit, je suis originaire de Bretagne. Saint-Malo, c'est un exemple probant pour moi. C'est inadmissible aujourd'hui que les Malouins soient obligés de partir de leur région, que un étudiant sur 10 arrête ses études. Alors, on est d'accord, je crois, sur les constats. Maintenant, voilà, quelle proposition faire ? Inaki et Chaniz, on vous écoute. Je crois que vous proposez, à la fois dans ce projet de loi qui va être bientôt en discussion aussi au Sénat, vous proposez de diminuer la période de location et vous proposez de sortir Airbnb de la niche fiscale avantageuse dans laquelle elle se pose. Effectivement, on a un article qui est extrêmement fort, qui est celui pour les collectivités, qui va permettre à toutes les communes de faire un règlement de changement d'usage. Ça veut dire que le propriétaire qui a un logement en location à l'année, s'il veut transformer en Airbnb, il va être obligé de demander l'autorisation à la mairie et remplir les conditions de la mairie. Donc aujourd'hui, les mairies ne peuvent pas faire des quotas parce que ça n'existe pas. Avec la loi, les quotas existeront. La mairie de Saint-Malo pourra dire dans le cœur de Saint-Malo, je ne veux que 10% d'Airbnb et ça en restera là. On met aussi... Est-ce que ça marchera pour ceux qui sont déjà en Airbnb ? Ça pourra s'appliquer sur le flux existant et donc avoir des autorisations roulantes. On vous autorise pendant 5 ans à faire du Airbnb. La fois d'après, ça sera le voisin, etc. Donc on vient garantir juridiquement et étendre cette boîte à outils à tous les maires. Et une autre mesure extrêmement importante, c'est qu'on va donner la possibilité aux communes qui ont plus de 20% de résidences secondaires de dire que toute nouvelle construction devront être des résidences principales et donc interdites à la location de courte durée. Donc ça, c'est l'article un petit peu boîte à outils. En fait, Inaki et Chaniz, vos mesures, elles sont inspirées de ce que New York a déjà mis en place, n'est-ce pas ? Et ça a été très probant par ailleurs. Effectivement, on s'est inspiré du droit qui se fait à l'international et des collectivités et des territoires qui se sont déjà saisis avant nous, et heureusement avant nous de ce sujet. Et nous, ce que nous avons voulu faire, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas arriver jusqu'au stade de l'interdiction. C'est d'arriver à réguler, parce qu'on est aussi un pays de tourisme, qu'on a aussi des gens qui ont un complément de revenus avec ce sujet-là. Et donc, on ne veut pas interdire, on veut réguler, et on pense que le bon échelon pour réguler, c'est celui de la commune ou de la collectivité. D'accord. Alors, quand même, Julie Douarin, est-ce que les petits malins ne pourraient pas contourner ce futur projet de loi en faisant X jours de location sur Airbnb et puis ensuite faire X jours sur une autre plateforme, parce qu'il y en a plein des plateformes. Il faut pas, c'est la plus connue évidemment, celle dont on parle. Mais est-ce qu'on non. Eh bien non. Alors expliquez-nous comment. Parce qu'il va y avoir un numéro d'enregistrement obligatoire sur un téléservice national. Et donc, toute personne qui voudra s'inscrire sur Booking, sur Airbnb, sur toutes les plateformes qui existent, devra fournir ce numéro d'enregistrement. Et donc, s'il est utilisé à plusieurs reprises, il sera suivi et il sera même lié au numéro fiscal. Donc ça va centraliser et ça va permettre justement les fraudes et ça va donner la possibilité aux organismes de contrôle, que ce soit de l'État ou des collectivités, de mieux suivre et de ne pas avoir à courir et et se déplacer devant les boîtes aux lettres ou les boîtes à clés pour savoir qui se cache derrière. Julie. Monsieur le député, donc si je comprends bien en fait le discours et j'ai lu votre projet de loi,
c'est la moindre des choses. L'objectif, c'est de fonctionner un petit peu comme nous avions fonctionné au niveau des logements sociaux, à savoir un numéro départemental unique. La problématique que nous avons rencontrée, et vous le savez tout aussi bien que moi, puisque vous êtes député de circonscription, c'est que, effectivement, on déclare. Mais qui va venir contrôler? Est-ce que ça sous-entend que nous allons avoir des postes qui vont être créés de fonctionnaires pour finalement être un outil de régulation? Alors ça, c'est l'éternel problème. Vous savez, j'appartiens au groupe socialiste, je suis donc dans l'opposition et moi je me bats tous les jours pour que Bruno Le Maire et les services des Bercy arrêtent de faire des coupes dans les services publics et arrêtent de faire des coupes dans les fonctionnaires. On a aujourd'hui des collectivités comme la mairie de Paris qui a mis en marche son règlement de changement d'usage et qui a recruté des fonctionnaires pour le mettre en œuvre. Donc effectivement, ce n'est pas dans le texte parce que nous, députés, on ne peut pas créer de dépenses pour l'État, mais on va se battre et on va convaincre à la fois le ministre du Logement et le ministre des Comptes publics pour que du monde, de l'humain soit mis derrière pour faire les contrôles. Est-ce qu'il y a une majorité au Sénat qui souhaite cette loi? C'est encore à discuter. Parce que Airbnb est devenu une entreprise presque intouchable. C'est une très grosse firme aujourd'hui, synonyme de revenu d'appoint pour beaucoup de gens. Hein. Je voudrais quand même rappeler que l'an dernier, le revenu médian d'un hôte, c'était presque 4 000 € brut. C'est quand même intéressant. Et Airbnb a reversé 148 millions d'euros de taxes de séjour aux communes. Donc c'est un acteur qui est difficile à toucher aussi aujourd'hui, Julie. On a dans l'idée, je vais vous donner une image, ça ressemble finalement à des grosses entreprises internationales dans les médias sociaux. Pour moi, Airbnb, c'est le GAFAM finalement du logement. Dans les possibilités finalement d'amélioration, monsieur le député, je ne l'ai pas lu ou peut-être je ne l'ai pas entendu, est-il envisageable de taxer encore plus ce GAFAM de l'immobilier, de l'obliger à reverser encore plus finalement que les taxes de séjour? Effectivement, c'est un vrai sujet parce que Airbnb a fait des milliards de bénéfices en France. Et 2 milliards. Ne paye quasiment pas d'impôts en France parce qu'ils utilisent l'optimisation fiscale. Donc là, c'est un autre sujet, c'est comment on arrive aujourd'hui à faire en sorte que les sociétés qui font des super profits en France arrêtent de défiscaliser et d'optimiser leur lieu de siège pour ne pas payer d'impôts. Donc ça, c'est un débat plus large, mais effectivement, moi, je fais partie de ceux qui veulent qu'on taxe les super profits et qu'on court après ceux qui utilisent la France et qui n'y reversent pas d'impôts. Après, aujourd'hui, si je peux me permettre, Monsieur Iñaki Etchaniz, le problème, c'est qu'effectivement, comme Stéphane le disait, Airbnb est une entreprise absolument intouchable, 187 millions d'euros de taxes de séjour. Et aujourd'hui, à ma connaissance, Airbnb est le sponsor officiel des Jeux Olympiques et pour la France, donc ceux qui vont arriver là. Et à ma connaissance, jusqu'à 2028 avec les Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc, comment arrêter cette entreprise? Je pense, Stéphane, ça va pas être simple. Voilà, que l'affaire n'est pas simple. Effectivement, c'est pas simple et ça explique aussi les rebondissements qu'il y a eu dans ce texte qui a mis près de 2 ans à être inscrit et à être voté et qui connaît encore aujourd'hui des vents contraires parce que effectivement, ces personnes ont de l'influence, ces personnes ont du réseau, ces personnes ont un impact fort et arrivent aussi avec leur communauté d'hôtes à créer du lobbying. Et ce que je voudrais dire aussi, parce qu'on nous sort souvent le ressort du petit propriétaire qui va être impacté par le fait de devoir payer un peu plus d'impôts et d'être plus réglementé, mais moi je pense aussi non seulement au locataire, mais aussi au propriétaire qui lui a acheté son appartement et qui subit les nuisances du Airbnb d'à côté et qui subit les soirées, les roulettes, etc. Ouais. Et juste à titre d'exemple, Airbnb a été condamné il y a quelques jours au niveau de l'île d'Oléron à payer 1 385 000 € d'amende justement pour les fraudes qui avaient été faites sur la taxe de séjour. Donc ils ne sont pas non plus intouchables et il faut qu'on se mobilise et que les parlementaires n'aient pas peur de monter au créneau et de dire que ça suffit. Et c'est ce que nous disons en partie avec ce texte. Nous assumons le fait que ça ne réglera pas tout, mais c'est une première porte pour dire qu'on veut du logement digne et durable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On attend, je le rappelle, 15 millions de visiteurs pendant les Jeux Olympiques. Et alors, si Airbnb, en revanche, n'avait pas été là, je ne sais pas où on aurait mis tout ce monde, n'est-ce pas, Julie? C'est quand même un acteur important. Hein. Alors, c'est un acteur important, mais on doit le rendre responsable. Voilà.
C'est la conclusion. Merci beaucoup Julie Douarin d'avoir été avec nous. Merci Anissa Arfaoui. On peut retrouver vos enquêtes sur le site factuel.media. Dans un instant, on va parler d'une réforme importante que les Anglais viennent d'adopter. Ils ont décidé d'externaliser, de confier au Rwanda le soin de gérer leur immigration illégale. Vous allez entendre les explications de Victor Lefebvre. Et puis, avec nos invités, on va se demander si c'est un exemple à suivre ou un exemple à fuir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Marie Bordry. Bonjour. Nous a rejoint Victor Lefebvre de Factuel.media. Bonjour Stéphane. Et Marie-Christine Vergia, qui est vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ainsi que Philippe Fontana, avocat et auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Bonjour. Alors, pour bien comprendre, il faut commencer avec vous, Victor Lefebvre, par bien expliquer la réforme adoptée cette semaine par le Parlement britannique. Dites-nous de quoi il s'agit et surtout en quoi ça peut changer la donne. Oui, c'est un projet de loi qui a été adopté par le Parlement britannique dans la nuit du 22 au 23 avril et ça prévoit donc un partenariat, une collaboration de 5 ans entre Kigali, donc le Rwanda et Londres. Et le gouvernement britannique s'engage à dépenser une somme qui va, selon les calculs de la BBC, des médias britanniques, autour de 500 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 580 millions d'euros, pour en fait externaliser la procédure d'asile, d'examen du droit d'asile vers le Rwanda, c'est-à-dire qu'en fait les immigrés illégaux entrés illégalement sur le territoire britannique, notamment par les small boats, vous savez, ces bateaux pneumatiques, ils traversent la Manche illégalement, et bien s'ils arrivent illégalement au Royaume-Uni, ils seraient donc détournés, le terme est peut-être mal choisi, en tout cas détournés vers le Rwanda, donc qui est un pays de l'Afrique de l'Est, et cette procédure devrait commencer d'ici 10 à 12 semaines selon le Premier ministre britannique Rishi Sunak, et c'est le fruit d'une longue négociation puisque ça a été porté initialement par Boris Johnson, qui était à l'époque Premier ministre britannique, en avril 2022. Et ça avait été retoqué par la Cour suprême britannique qui avait jugé l'accord illégal en novembre dernier. Finalement, ça a été voté puisqu'entre-temps, le Rwanda a été considéré par le gouvernement britannique comme un pays sûr, donc il pouvait accueillir ces immigrés. Et pour donner juste un chiffre, le nombre de migrants qui ont traversé illégalement la Manche en 2022, c'était 45 000. C'était 30 000 en 2023, l'année dernière. On a constaté une augmentation au premier trimestre 2024, plus 20% pour l'année précédente. Donc ça veut dire que tous ceux qui seront désormais interpellés sur le territoire britannique sans papier, eh bien, reprendront l'avion cette fois-ci. Donc c'est les vols charters qui vont être vols charters vers Kigali. Ça peut coûter beaucoup d'argent, évidemment, mais c'est un chiffre qui est peut-être à mettre aussi en parallèle avec ce qu'on appelle le coût de l'immigration illégale. C'est pas non plus totalement neutre. C'est vrai. Alors, au Royaume-Uni, on n'a pas forcément de chiffres. En France, la Cour des comptes avait estimé, là, en janvier dernier, que c'était 2 milliards d'euros, le coût de l'immigration illégale. Donc, c'est à mettre en rapport, effectivement, avec cet ordre d'idée. Alors, Marie-Christine Vergia, honneur aux dames, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, que pensez-vous de cette loi, s'il vous plaît ? Cette loi, ça a été dénoncé par l'ONU, par le HCR, par la Cour nationale des droits de l'homme. Elle est contraire au droit international et notamment à la Convention de Genève, parce que la Convention de Genève, c'est un examen individuel de chacune des situations. Or là, il n'y aura pas d'examen individuel. Le critère, c'est être entré illégalement sur le territoire. On peut penser ce que l'on veut du fait de rentrer illégalement sur un territoire. Il y a un constat, c'est quels que soient les moyens utilisés, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'entre la France et la Grande-Bretagne, il y a beaucoup de moyens utilisés. Le nombre de migrants de personnes exilées, de potentiels demandeurs d'asile, ne cesse d'augmenter malgré tous les dispositifs qui sont mis en œuvre depuis 20 ans. Donc, le critère fondamental, c'est le respect du droit international, en particulier de la Convention de Genève. Et mettez-vous à la place de ces personnes qui ont fui leur pays pour des raisons diverses et variées, qui vont se retrouver, quelle que soit leur nationalité, au Rwanda.
Mais vous pouvez concevoir que ça a un effet un peu dissuasif. Je voudrais demander à Philippe Fontana... Non, ça n'a pas d'effet dissuasif. Alors, Philippe Fontana, vous êtes moins critique a priori. Vous laissez le temps, au moins, j'imagine, à cette loi anglaise de montrer s'il est un exemple. Qu'est-ce que vous inspirent les réflexions de Marie-Christine Vergia, s'il vous plaît ? Bon, d'abord, il est vrai que je ne suis pas du tout critique envers cette nouvelle législation. Bien au contraire, je trouve que c'est une tentative pour contrer le dévoiement établi, chiffré du droit d'asile. Quand ma contradictrice parle de raisons diverses et variées, c'est un peu comme la proportion du cheval et de l'alouette dans le pâté. 60% à minima de la demande d'asile, après examen et après passage devant la Cour nationale du droit d'asile, est rejetée. Ça, c'est en France. Non, en France et dans l'Union européenne. Donc les chiffres sont arrivés à concordance, puisque comme c'est un domaine partagé, ça s'est beaucoup rejoint. Quand on parle de demandeur d'asile, n'importe quel auditeur se dira c'est une personne qui est persécutée en fonction de sa race, de sa nationalité, ou même d'un groupe social déterminé. Mais il faut que vous sachiez qu'à cette demande d'asile réelle originaire, s'est ajoutée la protection subsidiaire, et ça vise toute personne qui est dans un pays où il y a une situation de guerre, un conflit de haute intensité. Donc il faut bien comprendre qu'on est passé avec la Convention de 51, donc beaucoup de gens se gargarisent. La Convention de 51, c'était une convention qui, à l'époque, ne concernait que les Européens, et que les Européens qui faisaient l'objet d'une persécution avant cette date-là. C'est-à-dire, en clair, les gens qui fuyaient déjà l'oppression communiste. Donc, moi, je veux bien entendre que mon interlocutrice, ma contradictrice, soit une ancienne députée du Front de gauche, c'est-à-dire héritière du système communiste, d'un système assassin, d'un système qui a incité tellement de millions de gens à solliciter l'asile dans l'Union européenne. Je veux bien l'entendre, mais ce n'est pas du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'asile, ce sont des gens qui viennent pour des raisons économiques. D'accord. Alors, Marie-Christine Vergia va évidemment réagir. Bien évidemment que je vais réagir. Vraiment, c'est quand même assez incroyable. D'abord, je ne suis pas communiste, je n'ai pas été communiste. Et cette assimilation entre le communisme en France notamment, alors qu'on vient de faire entrer au Panthéon Manoukian, a quand même des côtés un peu surréalistes, excusez-moi. Mais par ailleurs, je suis députée des Fronts de gauche, j'ai toujours été une militante des droits de l'homme, et j'ai toujours dénoncé ce qui se passait du côté de l'URSS et de ses satellites. Donc vous êtes particulièrement malvenu et malhonnête en la matière, excusez-moi. Donc revenons au sujet, voilà. J'allais vous y convier. Revenons à notre sujet. La Convention de Genève a effectivement été adoptée par les Européens pour se faire pardonner ce qui s'était passé quand ils n'ont pas accepté l'asile des Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant, et était effectivement réservée aux victimes de la Deuxième Guerre mondiale et aux victimes du stalinisme, si je peux faciliter les choses. Mais dès les années 60, elle a été étendue à l'ensemble du monde. Donc, il ne faudrait pas oublier ce petit élément. Elle a permis notamment d'accueillir les Vietnamiens et bien d'autres qui fuient effectivement la guerre. Mais la question de la nationalité n'est pas un bon critère pour la Convention de Genève, puisque la Convention de Genève nécessite un examen individuel de chacune des situations. Et on est exactement avec l'accord britannico-rwandais dans la même situation que ce qui est en train de se passer avec le pacte européen et les pays tiers, le filtrage aux frontières de l'Union européenne et les pays tiers sûrs. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un pays tiers sûr quand c'est un critère qui est déterminé par des gouvernements sur des critères politiques. Moi avant de prolonger, j'aimerais expliquer aux auditeurs que on voit, vous avez parlé de ce dévoiement du droit d'asile, on voit qu'il y a beaucoup de personnes déboutées de ce droit d'asile qui ne seront pas de toute façon expulsées non plus, puisque le taux d'exécution des OQTF est à moins de 7% en 2023. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de blocages quand même qui empêchent de
réguler ce que certains souhaiteraient. Je dis pas si c'est bien ou pas bien, c'est pas l'objet. Mon avis n'a pas d'importance. Mais il y a un certain nombre de blocages européens, de blocages nationaux qui font que on n'est plus exactement en capacité de réguler le flux migratoire et d'accepter des migrants au nom du droit d'asile ou des migrants au nom du regroupement familial. Mais ce que j'aimerais vous demander, Maître Fontana, c'est grâce uniquement au Brexit que les Anglais peuvent dépasser ces blocages européens. C'est bien ça. Oui, parce que la difficulté, c'est qu'en adoptant le traité de Maastricht, la France a autorisé dans un mécanisme qui s'est fait petit à petit, elle a entériné le fait que les questions d'asile et de migration, ce sont des politiques partagées. Donc nous n'avons plus une totale souveraineté en matière d'asile et en matière d'immigration. Là où je rejoins les déclarations de Madame, c'est sur l'augmentation de la demande d'asile. Il est vrai qu'en Allemagne, en 2023, il y a eu 350 000 demandes d'asile, en augmentation de 50%. En Espagne, on en est à 160 000, en augmentation de 37%. En France, on en est, d'après les chiffres, à minima 167 000 nouvelles demandes, dont 20 000 mineurs. Et c'est vrai que ça ne cesse d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Alors, justement... et puis d'ailleurs, le chiffre que vous donnez sur l'exécution des OQTF est encore pire. En matière d'asile, puisqu'il est seulement de 2%. Eh bien, dites-moi, on va revenir sur tous ces points. On va parler aussi du pacte asile et immigration que Marie-Christine Vergier a évoqué à l'instant. On va se demander si ce modèle anglais peut être inspirant pour la France. C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre pour regarder à la loupe l'actualité avec nous, toujours Jean-Marie Bordry, bien sûr, Victor Lefebvre, enquêteur à Factuel.media, et nos invités, Marie-Christine Vergier, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, et Philippe Fontana, avocat, auteur de La vérité sur le droit d'asile et aux éditions de l'Observatoire. Alors, on parle ce matin de la loi anglaise qui fait couler beaucoup d'encre outre-Manche. Elle a été adoptée par le Parlement britannique dans la nuit du 22 avril dernier, et il s'agit de confier au Rwanda ces demandeurs d'asile, que ce soit ceux qui veulent entrer d'ailleurs illégalement au Royaume-Uni, ou ceux qui sont déjà entrés et qu'on va déplacer en charter jusqu'au Rwanda. Et qui resteraient au Rwanda, qui ne seraient pas ensuite, qui seraient amenés à rester au Rwanda, ils ne pourraient pas revenir en aucun cas au Royaume-Uni par la suite. Alors, je vous pose la question de façon très directe, maître Philippe Fontana. Est-ce que ce modèle anglais pourrait être adopté par la France ? Écoutez, le pacte asile et migration... Alors, le pacte asile-immigration, expliquez bien. Alors, le pacte asile-immigration prévoit un filtrage. Ça, c'est ce qui a été voté par l'Europe, là, pour le coup. Là, début avril. Donc là, vous avez un filtrage concernant les ressortissants des pays dont la demande d'asile est assez faible lorsqu'elle est de moins de 20% d'acceptation. Dans ces cas-là, il y a un filtrage et les personnes sont placées en rétention. D'ailleurs, le maître mot pour bien appliquer la demande d'asile, c'est rétention d'un côté, examen de la demande d'asile à la frontière de l'Union européenne et éventuellement envoi de l'examen, y compris individuel, dans un autre pays. Parce qu'en fait, si on est vraiment persécuté dans son pays d'origine, et effectivement, il y a des cas réels, pourquoi ne demanderait-on pas l'asile au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par une volonté d'être hébergés en France dans des CADA, des centres d'accueil de la demande d'asile, des personnes qui souhaitent recevoir l'aide pour les demandeurs d'asile. C'est une contribution à la charge du budget. Quand on parlait du coût de l'immigration, le coût de l'immigration, de la lutte contre l'immigration irrégulière, c'est 1,8 milliard. Mais on doit ajouter à ça le milliard donné aux associations. Par exemple, France Terre d'Asile, à elle seule, qui est présidée par, comme vous le savez, Najat Vallaud-Belkacem, qui est une ancienne membre qui est toujours au Parti Socialiste, 57 millions de fonds publics pour cette seule association. La mission 303 et une autre mission, les crédits, c'est de 2,8 milliards. Donc le coût
de l'asile et de l'immigration est extrêmement important en France, en Union européenne. Donc c'est effectivement, le Royaume-Uni se dit, pourquoi les demandes d'asile ne seraient-elles pas examinées à titre individuel avec un tribunal rwando-anglais au Rwanda plutôt qu'au Royaume-Uni? D'accord. Marie-Christine Vergiat, vous, ce système-là, vous l'avez déjà dit, vous paraît absurde. Néanmoins, vous convenez que il y a un taux de reconduite aux frontières qui est d'obligation de quitter le territoire, qui est extrêmement bas pour les demandeurs. Taux d'exécution extrêmement bas. Est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'il y a un sujet que l'on peut débattre, en tout cas? Il y a deux façons de voir les choses. Soit on est pour le respect du droit international et notamment de l'état de droit, soit on se moque du droit international et on fait tout pour empêcher l'application du droit international et le respect du droit de ces personnes. C'est d'ailleurs un des éléments de la loi britannique. La loi britannique a dans son contenu un certain nombre de dispositions qui vont empêcher les tribunaux de faire ce qu'ils avaient fait jusqu'à présent par rapport à cette tentative de législation. Je dis bien tentative parce qu'on verra son bilan d'ici quelques mois. Pour le moment, l'objectif est 500 reconduites, ce qui va être une goutte d'eau. Et je voudrais préciser d'ailleurs que quand on parle de l'immigration illégale, dite illégale, de ceux qui arrivent effectivement sans titre de séjour aux frontières de l'Union européenne, on est dans une goutte d'eau par rapport à l'ensemble des questions migratoires. Donc on ne peut pas tout comparer et faire tout, du tout et du n'importe quoi. Quand on dit 2% des demandes des déboutés du droit d'asile sont effectivement expulsés, pourquoi? Ça veut dire que par ailleurs, ils ont des droits. Ça veut dire que par ailleurs, les déboutés du droit d'asile ne peuvent pas être expulsés. Ils ne peuvent pas être expulsés parce que la plupart du temps, ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Donc, on est dans un système où on mélange tout et n'importe quoi. On parle un coup d'immigration, de taux d'immigration, un coup du taux d'immigration dite irrégulière. On fait comme si l'accord avec le Rwanda allait régler tous les problèmes de l'immigration. La migration régulière est la majorité de la migration. Et si les demandes d'asile augmentent, c'est parce que la situation dans le monde, et ça ce sont les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, ne cesse depuis au cours des dernières années de se dégrader. On peut prendre 3 exemples parmi les exemples les plus forts de ces dernières années. La première, c'est l'exemple syrien, qui a amené environ 1 million de Syriens sur le continent européen et qui, pour la plupart, n'ont pas pu arriver légalement. On peut prendre l'exemple des Ukrainiens qui, eux, ont eu porte ouverte sans aucun problème. Et on peut parler notamment actuellement des Congolais. Pardon, madame, question un petit peu naïve. À quoi ça sert d'examiner une demande d'asile si on part du principe que le droit international fera que, quoi qu'il arrive en cas de rejet, la personne ne pourra pas être reconduite dans le pays d'où elle vient? Je ne poserai pas la question comme ça. Mais non, c'est moi qui la pose comme ça. Oui, c'est Jean-Marie qui la pose comme ça. Oui, moi je peux comprendre cette question. À quoi ça sert de payer des fonctionnaires à regarder des dossiers mais parce pour que finalement le droit d'asile n'est pas automatique. Effectivement, personne ne demande un droit d'asile automatique. Si on disait qu'il suffit de déposer une demande d'asile pour que celle-ci soit acceptée, ça n'a pas de sens. Sauf que ça sert à rien. Personne ne demande ça dans le monde associatif ou dans les organisations internationales. Poussons la logique jusqu'au bout. La question que vous posez, c'est pourquoi elles ne sont pas expulsées. Pourquoi elles ne sont pas expulsées? Parce que la plupart du temps, elles sont inexpulsables au regard du droit en vigueur. Et notamment sur les critères de la Convention de Genève. Pardonnez-moi, dans ces cas-là, on considère normal de laisser ces personnes dans une espèce de no man's land juridique où l'asile a été rejeté, mais en même temps, on ne les renvoie pas dans le pays d'où elle vient. C'est quand même une situation un peu kafkaïenne, sans le moindre jugement de valeur. Mais c'est pas une situation kafkaïenne que les associations ne cessent de dénoncer. L'Allemagne vient de créer un statut pour ces personnes-là qui sont dites ni régularisables, ni expulsables, ce qui n'a pas de sens parce qu'on les fait vivre dans la précarité. Donc soit elles sont expulsables, dont acte, soit elles ne sont pas expulsables et à ce moment-là, il faut leur donner un titre de séjour. Il faut être cohérent quand même. Bien sûr. Alors, en fait, c'est la stratégie du fait accompli.
C'est-à-dire toute personne qui rentre dans l'Union européenne, même si elle rentre illégalement, si elle demande l'asile, en France, elle obtient un titre de séjour le temps de l'examen de l'instruction de sa demande d'asile. Donc, même si l'OFPRA a réduit considérablement le temps d'examen, on est passé même à un record à 4,2 mois. Le temps qu'il y a un examen du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ça va monter à peu près une année. La personne a un titre de séjour régulier en France. Et c'est là où se pose la question, ça n'a rien à voir avec l'état de droit. J'entends cette personne dire « Ah oui, mais ça va contre l'état de droit ». Non, c'est au contraire le fait de placer des États devant le fait accompli qui va contre l'état de droit. En fait, pourquoi un Afghan ne pourrait-il pas demander l'asile au Pakistan? Pourquoi le demanderait-il en France, sachant qu'il y a 40% des Afghans dont la demande d'asile n'est pas acceptée? Or, si c'est pour retrouver un Afghan qui tue un Algérien sur le territoire national parce que l'Algérien ne respecterait pas la charia... Non mais madame, c'est un exemple concret. Moi, je pense que... Vous parlez de l'exemple qui s'est passé à Bordeaux il y a quelques semaines. Oui, il faut pas raisonner de façon ni idéologique, ni théorique. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de... C'est vrai que vous ne raisonnez pas de façon idéologique. Non, madame, je constate ce qui se passe. D'entrée de jeu comme étant une communiste. Non, madame, je dois dire que vous êtes... Non, moi, mais j'ai pas regardé ce que vous avez vous jouez fait, sur les mots, vous jouez sur les mots. Vous avez été élu député européen, Front de gauche. Bon, on va pas revenir. De toute façon, ce n'est pas vraiment le sujet, là, pour le coup. Vous avez une vision politique et militante de l'asile. Moi, j'en ai une vision, madame, juridique. Vous avez une vision politique, au sens large. Non, alors pas du tout. J'en ai une vision purement juridique. Contre la justice, vous considérez qu'elle est truffée par des gauchistes. C'est ce que vous avez je n'ai pas employé ces termes-là, madame. Arrêtez, là, je vous propose qu'on revienne là. Oui, revenons au débat, s'il vous plaît. Ne profitez pas du fait que je n'ai pas de voix. Je dis juste international et à la justice. Je dis juste une personne à la fois, s'il vous plaît. Voilà. On constate aujourd'hui que tant l'Union européenne que le Royaume-Uni veulent changer leur législation pour éviter que les déboutés du droit d'asile, qui sont encore la majorité, ne puissent rester dans leurs frontières nationales sans être reconduits au moins à l'étranger. C'est tout. Non. C'est pas les déboutés du droit d'asile que concerne cette loi, c'est les demandeurs d'asile. C'est pas la même chose. Oui, madame, mais c'est pour éviter que ceux qui sont déboutés restent indûment sur le territoire national. En France, dans l'Union européenne, au Royaume-Uni. C'est cette volonté du Royaume-Uni, un peu iconoclaste, mais qui n'est pas contre l'état de droit. Et c'est comme en Australie. C'est contre le respect de la Convention de Genève. Non, madame, comme vous l'avez très bien dit, respecter la Convention de Genève, c'est on ne vous mettra pas d'accord individuellement dans si une personne a le droit à l'asile ou pas. Alors, oui, mais c'est ce qu'on refuse dans le texte britannique. J'aimerais vous remercier tous les deux. Là, pour le coup, on est d'accord. Alors voilà, vous finissez par une petite note. En situation d'accord. irrégulière, elle va être renvoyée au Rwanda. Alors merci Marie-Christine Vergiat. On examine sa situation. Merci Marie-Christine Vergiat. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Merci Philippe Fontana d'être venu nous voir. Vous êtes auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Merci également à Victor Lefebvre d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez retrouver nos enquêtes sur le site factuel.media. Vous pouvez retrouver notre émission sur sudradio.fr bien sûr, et sur la chaîne YouTube de Sud Radio. La semaine prochaine, on se retrouve à 10h. Tout de suite, on parle auto. Absolument, voilà. Mon cher Jean-Luc. Est-ce que le marché du véhicule électrique est en train de s'effondrer? C'est la question que posera Jean-Luc Moreau à l'un de ses invités, juste après les informations. Tout de suite, Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault sur Sud Radio. Soignez-vous bien, Stéphane. Merci.